Bonjour, si vous suivez l'épisode 3 de mes grandes randonnées, vous allez découvrir le bocage du nord de la région Poitou-Charentes. Cette randonnée commence précisément à Montcoutan, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Bressuire, en face du château de Genève. Le château de Genève fait écho aux guerres de religion durant lesquelles Montcoutan devint le refuge de nombreux calvinistes, une forme rigoureuse du protestantisme ayant eu son origine en Suisse, ce qui a valu à la cité de Montcoutan d'être surnommée la Petite Genève. Le logo de la nouvelle commune de Montcoutan est un choix expressif du lieu et de ses habitants. Il associe deux lettres M et S, volontairement manuscrites, pour affirmer la place essentielle accordée à l'humain sur ce territoire. Le traitement graphique façon aquarelle s'appuie joliment sur des déclinaisons de verts et de bleus pour rappeler la présence de la Sèvre nantaise qui structure le territoire et souligner la douceur de ses paysages, de son bocage, comme en témoigne ici le site de Pescalis, bien connu des pêcheurs et des promeneurs. Quittant le village par la rue des Roches, on aperçoit le château Saint-Claude, construit en 1868 sur le sommet de Monte Constanzi, une colline nommée ainsi par les Romains à l'Antiquité et toponyme de Montcoutan. La façade arrière comporte une tourelle carrée à chaque extrémité. Sa façade principale est quant à elle dotée d'une tour carrée, comme on le voit sur cette illustration ancienne, avec de nombreuses sculptures qui ornent Oculus et Lucarne et qui contribuent à l'élégance de cette construction. Poursuivant mon chemin, voici Notre-Dame de Broglie-Bernard, récemment restaurée avec bonhomie. En cette fin mars, le printemps envoie ses premiers signaux avec une nature qui se colore en nuances de verts et de jaunes. On est un bel exemple sur cette extrémité sud du massif armoricain, l'ajonc d'Europe, déclaré emblème de la Bretagne. Ses fleurs illuminent de leur jaune d'or les landes du bocage et de la Gâtine. L'ajonc, c'est une ressource aux nombreux usages. Des haies défensives pour clore les pâtures du bétail, mais aussi aliments pour celui-ci. Un abri bien sûr pour la biodiversité, mais aussi, et c'est moins connu, une plante mellifère avec des fleurs au pollen et nectar récoltés par les butineurs, dont certains le transforment en miel doux, comme à Ouessant les abeilles noires. Ce bourdon ne s'y est pas trompé. Voici Puny, plus précisément les vestiges du château de Puny, installé depuis le haut Moyen-Âge sur un escarpement. Seuls subsistent aujourd'hui les bâtiments d'enceinte ouest, sud et est. À l'entrée sud s'ouvre un grand portail du XVIe siècle et une porte piétonnière qui donne sur la cour du château. Si le château de Puny ne paye plus de mine, cette forteresse de 100 mètres de long et 80 mètres de large a pourtant vu défiler un parterre de grands noms ayant marqué l'histoire de France par leur proximité avec les cours royales. Parmi ces grands noms, les Saintes-Maures, dont le premier, Guy, était un très proche du roi François Ier. Ils transformeront la forteresse médiévale en un château de la Renaissance. Ce château est intimement lié à Montcoutan. En effet, le dimanche 19 août 1790, à Montcoutan, quelques centaines de jeunes ruraux, refusant le tirage au sort de volontaires pour partir aux frontières, font naître une révolte qui va embraser ce coin des Deux-Sèvres jusqu'à son écrasement sur les murs de Bressuire le 24 août. C'est ce même 24 août que le château de Puny est incendié par les gardes nationaux de Pouzauges, de la Châtaigneraie et de Fontenay. Plus qu'une simple insurrection,
cet événement marque les prémices d'une abominable guerre civile, les guerres dites de Vendée. Après la Révolution française, le château sera racheté comme bien national et tombera dans l'oubli. Aujourd'hui, son actuel propriétaire et les membres de l'association, les Amis du Château de Puny, réhabilitent et mettent courageusement en valeur le site, dont cette illustration révèle la grandeur passée. Ma balade est aussi l'occasion de voir l'architecture rurale, dont la Longère. Cette habitation étroite à développement tout en longueur selon l'axe de son faîtage est ici très présente. Claude Jamonot, mon ami, disciple d'architecte, ardent défenseur gâtinais de ce patrimoine, en donne ici une parfaite illustration. Utilisant essentiellement le granit, il n'est donc pas surprenant de voir les murs de façade colorés par la palette de ce minéral, mais aussi par la présence, ça et là, de moellons minces et anguleux de schiste et quelquefois de quartz. Des mortiers faits de sable quartzeux et de chaux aériennes protègent et agrémentent ces façades enduites à pierre vue ou à joints beurrés. Des moutons, chemin du pré de Pellouaille? Quoi d'étonnant! Savez-vous que l'origine de ce nom est aussi logique qu'amusante? Pellouaille, c'était l'endroit où l'on pelait les ouailles, c'est-à-dire, en traduction du vieux français, où l'on tendait les moutons. Le bocage bressuirais et cette gâtine, c'est surtout cette mosaïque de paysages vallonnés, faite de prés clos par des levées de terre plantées d'arbres et parsemées d'étangs. Une nature préservée. Regardez.
ce qui se dévoile devant moi en venant de l'est par la chapelle Seguin, c'est ce qu'il reste de l'abbaye séculaire de Lapsy. L'abbaye a été fondée en 1120 par Géraud de Salles. Ces moines ont, au début du XIIIe siècle, travaillé à l'assèchement du nord du marais poitevin. Seule subsiste aujourd'hui l'église abbatiale et l'aile conventuelle est, en grisé sur cette illustration. Des peintures murales du XVe siècle ont été classées monuments historiques. Des restaurations, tant pour l'aile conventuelle que pour les fresques peintes, sont engagées pour sauvegarder ce patrimoine. Le témoin de la vie monastique dans le Bas-Poitou depuis 854. Ma randonnée se termine ici, dans les anciens jardins de l'abbaye. Ce parc est un bel endroit, mais saurez-vous deviner son nom ? Un indice pour vous aider ? C'est l'anagramme de Apsy. Vous avez deviné ? Il s'agit du jardin des Abies. Abies, c'est le nom scientifique du sapin. Il n'est donc pas étonnant d'en trouver ici 70 variétés, depuis le sapin des Vosges jusqu'au sapin de Corée.